Je suis assistante de mission à la CRES et responsable environnement et développement durable. Le rôle d'une chambre régionale d'économie sociale et solidaire, c'est de promouvoir le secteur de l'économie sociale et solidaire, fédérer et représenter ses acteurs, donc les coopératives, les mutuelles et les associations. Donc la CRES Basse-Normandie a été sollicitée par la CRES Bretagne pour participer au projet interrégional de développement de l'éco-construction et habitat groupé, ECO3. Développer l'éco-construction dans le Grand Ouest. Ça rentre dans le cadre de nos missions, qui sont de développer des nouveaux secteurs, des secteurs innovants, qui ont des aspects solidaires, sociaux et environnementaux. L'économie sociale et solidaire et le développement durable sont très liés. Ça fait plusieurs années qu'elle s'intéresse au secteur de l'environnement et qu'elle a mené déjà plusieurs actions. Nous nous chargeons plus particulièrement de la communication au sein de l'interréseau, donc en animant la création d'une newsletter. Pourquoi la communication? Parce que c'est surtout par principe de coopération et de solidarité. C'est une mission qu'il fallait remplir et c'est celle qui restait. Et donc c'est sur celle-là qu'on est allé. Et on est maintenant responsable et la CRES et l'ARP de la newsletter ECO3. C'est un premier pas. Donc l'ARP fait partie du réseau ECO3 et il y a des actions qui ont été menées par le réseau, et notamment par Samuel et Mathieu qui sont allés visiter des habitats groupés en Europe du Nord. Donc on a organisé cette soirée pour présenter ce qui s'était fait là-bas. 3-4 films compte rendu de leur visite, et puis on va surtout essayer d'échanger sur ces projets-là. L'ARP, c'est l'association régionale de promotion de l'éco-construction en Basse-Normandie, qui regroupe à la fois des artisans, des citoyens et des associations qui travaillent sur l'éco-construction. On a entamé un travail de recensement des maisons éco-construites en Basse-Normandie, ce qui représente 66 maisons pour l'instant, pour essayer d'identifier les motivations des éco-constructeurs, les matériaux utilisés, les problèmes rencontrés dans ces constructions-là. On a choisi 6 maisons représentatives de ces 60 maisons sur lesquelles on va faire une étude beaucoup plus détaillée. Donc aujourd'hui, là, on visite cette maison pour essayer de récupérer toutes les données qui vont nous permettre de faire un bilan détaillé sur les matériaux, le bilan carbone, le bilan énergétique, l'étude des champs électromagnétiques, les pollutions intérieures. Pour après pouvoir fournir un document, pas pour dire bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais donner un peu envie, donner tous les atouts de chacune des types de construction et puis faire que les gens s'y mettent. Faire avancer donc Philippe Falaise qui est l'heureux propriétaire de cette maison. Ouais. Qui est aussi membre de l'ARP. Membre de l'ARP, oui. Alors, je suis bureau d'études en construction bois, plus orienté sur ce qui peut être ouvrage extérieur, passerelles, pontons, etc., sur des marchés publics. Mais ayant été amené à construire cette maison, donc c'est une démarche d'éco-construction et d'option basse énergie, aujourd'hui, j'ai envie aussi d'apporter des réponses aux clients potentiels. C'est en même temps que je suis devenu membre de l'ARP, tout s'est fait en même temps, de communiquer donc au travers d'un blog, au travers de portes ouvertes, d'articles de journaux, parce que ça suscite beaucoup d'étonnements, de questionnements. Une maison, voilà, elle peut être sans chauffage, ça reste dans l'esprit de beaucoup quelque chose de pas vraiment raisonnable, quoi. Mais je pense que ça marche. Donc on va voir, puisque ça fait 2 mois qu'on est à la maison, donc il faut laisser le temps, il faut laisser l'hiver passer pour valider le 0 degré, tout le monde, toutes les fumées, toutes les cheminées alentour fument, sauf nous, quoi. Donc, si on n'est pas là, et si on reçoit du monde au week-end, ça suffit à réchauffer la maison, quoi. En gros, c'est la 2e maison là qu'on visite. Suite à la première tranche de l'étude déjà. La première, c'était une maison paille Thierry Héroux dans l'Orne, avec un bilan carbone super parce qu'ils ont du bardage bois en toiture aussi. L'électricité 2 fois 2 heures pour l'instant. 40, ça devient limite pour la douche, quoi. Aujourd'hui, le problème de l'eau chaude, c'est d'avoir suffisamment pour se doucher. Après, si on a vraiment un plat à dégraisser, on est mieux à chauffer 1 litre pour la vaisselle. Et donc le lave-vaisselle est raccordé aussi sur le chaud solaire. Donc c'est un serpentin dans un ballon d'eau chaude indépendant. Donc il n'y a pas de stockage et de stagnation
de l'eau chaude donc pour les maladies. Ce qui fait qu'on peut être en dessous des 60 degrés, sinon c'est interdit, quoi. Une opportunité autour de fonds européens de constituer un réseau interrégional autour de la question de l'économie solidaire, de l'éco-construction, de l'éco-habitat et de l'habitat urbain. Du coup, c'est un réseau qui réunit sur 3 régions et 4e région qui est la Wallonie en Belgique avec les partenaires d'Habitat et Participation qui réunit donc des acteurs en économie sociale et solidaire de l'éco-construction, éco-habitat et habitat urbain. Pascal Gourdeau, moi je suis salarié militant à l'ARDES, l'association régionale pour le développement de l'économie solidaire. Plus sur les logiques, je dirais, techniques, c'est-à-dire du développement des filières, et nous plus sur des enjeux qui vous concernent à Parasol, forcément autour des notions de démarche collective. D'accord. À titre personnel, je participe d'un projet qui s'appelle les éco-bâtisseurs, qui va normalement, dont le chantier réel par des maths débute en novembre, qui nous semble assez intéressant à promouvoir. On va partir sur un film. Gwenole Auvray, vice-président de l'ARP et éco-bâtisseur. L'idée, ce serait de pouvoir avoir une chaîne de fabrication de matériaux terre mobile, qui aille au plus près des besoins. Ça demande à ce que les gens se regroupent pour financer le matériel qui est très cher. Il y a des débouchés qui arrivent, qui émergent. Il y a une volonté politique et un impératif écologique derrière. Donc il y a de fortes chances pour que ça se mette en place. Après, c'est sous quelle forme? Donc là, justement, ce qui est intéressant avec ICO3, c'est que vous avez déjà une expérience de montage de SCIC, par exemple. La valeur la plus importante défendue au sein d'ECO3, pour moi, c'est la coopération. Le fait que les CRES sont un peu là de manière en termes d'expérimentation, ils n'ont pas forcément vocation à y rester dans la durée. Le but, c'est que d'autres acteurs, d'autres personnes puissent intégrer l'interréseau et le faire vivre. Le rôle d'une CRES, c'est aussi d'impulser des innovations, d'impulser de nouvelles activités, mais le but, ce n'est pas forcément d'y rester sur le long terme. Une des missions premières des CRES, c'est de rassembler les personnes qui travaillent sur les mêmes thématiques, qui ne se connaissent pas forcément. Donc de créer du lien, de faire se rencontrer les réseaux, etc. C'est un animateur de réseau.